Je devais lui offrir ça vu qu'il était là. Et là, je relance. Ah, c'est là. Je le mets à votre attention. Je le mets à votre attention. Alors, bienvenue à toutes et à tous à la boutique Potemkin. Je ne sais pas si certains d'entre vous peut-être découvrent notre lieu, mais on est une boutique, nous existons depuis 18 ans, depuis une dizaine d'années on fait régulièrement des rencontres. Donc on accueille des cinéastes, des critiques, des comédiens, puis on se donne 45 minutes, 1 heure pour mettre en avant un film ou un livre pour échanger, donc voilà, où la prise de parole est assez libre. Je pose les premières questions, mais après évidemment on fait passer le micro. Et puis après on finit la rencontre par une dédicace, une dédicace du DVD ou dédicace du livre. Et je suis très heureux ce soir d'accueillir Frédéric Socher, donc cinéaste, enseignant à Paris 1. Il y a ton film qu'on avait dans nos bacs, mais qui est malheureusement déjà épuisé. Je te le dis, Le cours de la vie, voilà, ton long métrage dont on a pas mal parlé. Et puis aujourd'hui, ce soir, c'est pour cet ouvrage-là on va discuter autour de ton film, mais surtout au niveau de ce livre où il y a quand même une grosse matière. Il y a matière à discussion. Moi, ça a été une belle découverte d'avoir un livre comme ça qui aborde un peu tous les champs du cinéma, tous les aspects. Je trouve qu'il est une lecture très agréable. Ça nous pose des jalons, des repères. Je trouve que ça manque aujourd'hui pour des gens qui veulent se lancer ou qui sont curieux du cinéma, qui veulent se lancer ou qui en font. Mais je sais pas, il y a quelque chose d'assez structuré, personnel aussi. Et il y a des rappels, pas mal de rappels pour moi, mais des choses qu'on découvre, des choses qu'on a envie de creuser. Donc Donc merci déjà de cet ouvrage. Vas-y, si tu veux dire un mot. Tu m'as accueilli dans la rue. Donc je vais trahir un petit secret, mais oui. qui n'a rien de secret, en me disant on a le même virus, le virus du cinéma. J'espère qu'on le partage toutes et tous ici. C'est ce qui nous réunit. Et il y a les bons et les mauvais virus. Et le cinéma, ça peut être les deux. C'est-à-dire que l'idée du livre, et j'espère ce qui nous réunit aussi, c'est qu'on a envie de voir des films, d'en produire, d'en écrire, d'en réaliser, d'y participer, en étant heureux de ce qu'on fait. Même si ce ne sera jamais facile, même si c'est une course d'obstacles, et on parle beaucoup des problèmes dans le livre qui peuvent être rencontrés tout le long de la production des films, je pense que c'est important de connaître les problèmes justement pour y apporter des solutions et de ne pas les ignorer. Et en même temps, il y a ce qui existe dans le cinéma, et c'est ce qui me fait toujours peur. Je suis heureux qu'il y ait quelques étudiants actuels et anciens qui soient présents. Il y a quand même aussi ce que d'aucuns appellent la machine à broyer, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Et c'est pas vrai seulement pour les réalisateurs, c'est aussi pour les acteurs, par exemple. Et donc, il y a beaucoup de réalisateurs qui font des films qui sont reconnus par la critique, qui vont dans les plus grands festivals, et puis on les retrouve 20 ans après, ils ont des difficultés à faire un nouveau projet. Je salue d'ailleurs Arthur Joffé, qui est parmi nous, qui est pour moi un très grand réalisateur, qui a fait un film, qui a fait plusieurs films, mais son dernier film qui est magnifique, qui s'appelle Le Feu Sacré. Je vais dire Le Passage au Flambeau, mais c'est un peu la même idée. Et donc dans Le Feu Sacré, il raconte, et j'invite tout le monde à voir son film, les difficultés qu'il a comme cinéaste à faire un nouveau film, et c'est une jouissance communicative. Ce qui pourrait apparaître comme de l'ordre de la plainte ou du dépit, pas du tout. Il y a l'énergie, l'envie du cinéma qui reste là, et qui est dans son film, et qui est formidable. Donc, c'est ce que j'ai envie aussi, d'une autre manière de faire dans le livre, c'est-à-dire de dire oui, c'est difficile, oui, il y a un combat à mener, mais ce combat vaut la peine, à condition qu'on décide d'être heureux, et qu'on décide, et c'est très important dans la société actuelle, de se respecter les uns les autres. C'est un débat qui se pose dans le cinéma, qui se pose ailleurs que dans le cinéma,
Et se respecter les uns les autres, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de hiérarchie, parce que je pense que c'est très important que sur un plateau de cinéma, il y ait une hiérarchie qui reste, avec la place centrale du ou de la cinéaste, et avec des complices de création, et avec l'importance de la production. Mais ça veut dire qu'il faut aussi se respecter les uns les autres. Et il y a le cinéma qui peut amener, j'en parle aussi dans le livre, à des abus, à des rapports de force, à des conflits, qui sont peut-être dans le cinéma plus qu'ailleurs, parce que dans le cinéma, il y a ce mélange, ce cocktail, qui n'est pas forcément présent dans d'autres formes artistiques, qui est ce mélange entre l'argent et le côté artistique, et qu'on retrouve aussi bien dans le cinéma d'auteur que dans les plus grosses productions. Et donc, c'est potentiellement un cocktail explosif quand il y a à la fois des ambitions artistiques. Je ne connais pas un seul réalisateur ou une seule réalisatrice qui n'ait pas d'ambition artistique, y compris parmi celles et ceux qui veulent faire des démarches commerciales, et quand il y a des contraintes budgétaires. Et donc, il y a la question de comment on gère tout cela, comment on vit ensemble cette expérience collective qu'est de faire un film. C'est de tout cela que j'essaye de parler dans l'anatomie du cinéma. Oui, non, et puis tout à fait. Et puis, comme tu le dis très bien, et tu n'éludes aucune question. C'est-à-dire qu'il y a une troisième partie du bouquin, peut-être celle par laquelle on va peut-être commencer, mais qui rejoint ta vie d'enseignant, ton rapport avec les étudiants, les problèmes actuels dont tu viens de parler, l'histoire de l'actualité du cinéma, et comment on se positionne, et ce qui t'est renvoyé par la génération de tes étudiants. Et c'est intéressant parce que ça traverse aussi ton film, ce fossé générationnel d'une génération qui a peut-être du mal à en comprendre une autre, mais qui essaie de maintenir ce lien-là. Et tu en parles très franchement des courriers qui t'ont été adressés parce que tu passais. J'évoquais Luc Besson. Tu évoquais Luc Besson et tu t'es pris tu as reçu une lettre. J'ai eu une licence. Voilà, c'est ça, et à laquelle tu as répondu point par point. Et c'est moi, sans réouvrir le débat, ce que j'ai aimé, c'est l'argumentation et la façon dont le dialogue s'est fait et comment ça a permis d'éclaircir aussi des choses importantes pour toi, mais qui sont, comme tu viens de le dire, liées au cinéma aussi, à l'industrie du cinéma. C'est une autre manière de décliner cette question que je pense très importante, qui est celle du respect entre générations. C'est-à-dire qu'il faut respecter les nouvelles générations, et il y a aussi le respect des plus anciennes générations. Et comment le respect peut se produire par le dialogue. Le dialogue, ça veut pas dire qu'on doit être d'accord sur tout, parce que c'est bien que dans un dialogue, il puisse y avoir des désaccords, mais ça veut dire qu'il faut respecter la position de l'autre à partir du moment où il respecte la vôtre. Et donc, je pense que c'est très important qu'il puisse y avoir ces échanges entre générations, et de pouvoir s'écouter réciproquement, et donc pour avancer ensemble, pour vivre ensemble, et pour que le cinéma reste une affaire de toutes et tous, et ne soit pas clivé. Par exemple, des films qui seraient uniquement pour les moins de 30 ans, des films qui seraient uniquement pour les plus de 50. J'ai la faiblesse de croire qu'il peut toujours y avoir des films aujourd'hui qui parlent à tout le monde. Et donc ça passe par le dialogue et par l'écoute intergénérationnelle. Alors, je reprends le fil de ma discussion, parce que je pose toujours une question rituelle à l'invité, à savoir ses premiers souvenirs de cinéma, ses premières images, comment il a découvert, pour qu'on te connaisse peut-être un peu mieux. Peut-être tes étudiants te connaissent déjà, ont peut-être déjà entendu cette histoire, mais je me suis rendu compte en lisant l'ouvrage que tu répondais par tout un chapitre qui s'appelle « D'où je viens ». Donc juste en quelques mots, peut-être une image, et toi, ta découverte du cinéma qui va nous emmener du côté de Bruxelles, je crois. L'image, c'est celle de ma grand-mère, qui est décédée aujourd'hui, et qui, quand j'étais tout petit, quand j'étais encore à l'école maternelle, m'amenait toutes les semaines au cinéma. Alors à l'époque, il y avait des salles de cinéma qui n'existent plus aujourd'hui, qui étaient les salles de cinéma de quartier, où on projetait 2 films. Donc on achetait un ticket, on avait droit à avoir 2 films d'affilée, et c'était surtout des films qui n'étaient pas liés à l'actualité cinématographique, qui étaient donc des classiques. Et donc j'ai vu tous les mercredis 2 films qui appartenaient à l'histoire du cinéma. Tiens, je salue Jonathan Zakaï qui est parmi nous, ça me fait très plaisir de te voir. On parlait du cours de la vie. Oui. On parlait de toi, Jonathan. et donc, je parlais de ma grand-mère. Voilà. Qui m'amenait toutes les semaines au cinéma voir des classiques, et j'ignorais que c'était des classiques, c'est-à-dire que c'était des grands films hollywoodiens, c'était les grands films français des années 30, 40, 50, et donc je suis devenu cinéphile sans le savoir, puisque quand on voit les films à 5 ou 6 ans, évidemment, qui sont... Je voyais par exemple à 5 ou 6 ans des films de Lubitsch, par exemple. C'est pas commun de voir à cet âge-là ces films-là, qui pour moi étaient
la vraie vie. Et donc j'attendais avec impatience le mercredi pour voir sur le grand écran comment on vivait, en fait, comme si le cinéma était cette fenêtre ouverte sur le monde, ce qui a été repris par plein de critiques et de personnes comme Serge Danet. Donc l'exercice a été profitable, monsieur. C'est l'idée que le cinéma est cette fenêtre ouverte sur la vie qui nous aide à comprendre le monde. Et donc pour moi, la vraie vie, c'était sur le grand écran. Et dans un second temps, et c'est là où les choses se compliquent, pas vrai Jonathan, c'est quand on commence à vouloir faire des films. Quand on passe du statut de spectateur à celui d'initiateur de projet, et donc là c'est une autre aventure. Alors tu vas peut-être un peu vite, mais avant ça, il y a eu quand même tous les films interdits. C'était aussi presque une activité, un exercice de transgression, quoi, d'aller voir des films qui étaient interdits au moins de 12 ou au moins de 16, et des réalisateurs que tu as fréquentés assez tôt aussi, assez jeunes. Oui, alors il y a un réalisateur qui est venu tourner en Belgique un film qui s'appelle Préparez vos mouchoirs. Ce réalisateur, c'est Bertrand Blier. Et donc, il y avait Gérard Depardieu, il y avait Patrick Devers, il y avait Carole Laure. C'était en 1978. Et c'était un film qui serait aujourd'hui totalement impossible à produire, puisque l'idée du film, le pitch, c'est une femme interprétée par Carole Laure qui a une histoire d'amour avec deux hommes, donc c'est déjà un trio amoureux, mais qui ne trouve pas sa satisfaction avec ces deux hommes, qui sont donc interprétés par Patrick Devers et Gérard Depardieu, et qui donc va trouver l'amour et aussi le plaisir en débauchant un jeune enfant d'une colonie de vacances qui a 13 ans. Et donc, je ne savais pas du tout dans quel film j'allais participer. Donc, je suis appelé pour faire un casting. Et je postule, puisque Bertrand Blier cherchait l'acteur de 13 ans. J'avais 10 ans à l'époque, donc c'était vraiment trop jeune pour être du rôle. Mais par contre, j'ai été engagé comme figurant et j'ai vu pendant 7 jours de tournage le film en train de se faire. Et donc, ça a été pour moi un vrai plaisir de découvrir comment se faisait un film. Même si j'avais seulement 11 ans, je découvrais le plateau de cinéma, et à partir de ce moment-là, l'envie de faire des films ne m'a plus quitté. Et j'ai fait mon premier court-métrage comme réalisateur quand j'avais 14 ans. Ah oui, d'accord. Oui. Ah oui, donc ça a eu un impact fort. Un impact fort et très immédiat. Voilà. Non, c'est assez drôle parce que ce film-là, moi je me rappelle aussi, on nous l'avait passé en CM2. T'imagines ? Préparez vos mouchoirs. Ce serait plus possible aujourd'hui. Ce serait plus possible aujourd'hui et que je pars, tant mieux. Mais et ça avait quand même fait il y avait eu quand même des parents qui s'étaient plaints, qui avaient trouvé ça quand même assez osé. Oui. CM2 quand même, on est jeunes. Ouais. Mais il m'en reste peu de choses, mais quand même 2-3 choses. Oui. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a le côté, à l'époque, film interdit au moins de 16 ans en Belgique, c'était au moins de 13 ans en France, et il y avait aussi le plaisir d'essayer de paraître plus âgé. Donc quand j'avais 13-14 ans, j'essayais tout le temps de voir des films interdits au moins de 16 ans. Et donc c'est comme ça que j'ai été terrorisé, parce que j'ai vu très jeune Shining par exemple. Ah oui. J'en ai fait des cauchemars. Alors c'est un très grand film, mais le film est un cauchemar. Le film est lui-même un cauchemar, l'histoire d'un cauchemar. Oui. Voilà. Et donc ça hante les nuits. D'accord. Aussi. Tu réalises des films, et qu'est-ce qui t'a amené à l'enseignement alors? Qu'est-ce que la vérité, puisqu'il n'y a pas de raison de mentir et de réinventer l'histoire, c'est que je suis venu à l'enseignement parce que je n'arrivais pas à faire mes films. Donc il y a un premier long métrage que je devais tourner à l'âge de 23 ans, parce que j'avais fait des courts métrages dont un avec Serge Gainsbourg à l'époque qui avait une grande diffusion, et donc j'ai commencé un film à l'âge de 23 ans qui s'est très mal terminé puisque le producteur est parti avec l'argent au bout de 4 jours de tournage. Vous êtes le producteur, donc. Et donc voilà. Et j'ai donc eu un enseignant à l'université qui m'a dit mais pourquoi tu ferais pas une thèse de doctorat? Et donc je me suis inscrit en thèse, et c'est comme ça que petit à petit je suis devenu enseignant, ce que je ne serais sans doute jamais devenu s'il n'y avait pas eu ce malheureux événement d'un long métrage arrêté au bout de 4 jours. Mais je dois dire aussi 2 choses. La première, c'est que, vous le savez, je pense, la plupart d'entre vous le savent, je suis belge, et qu'il y a une différence à l'époque où j'avais 18 ans entre les Belges et les Français dans le cinéma, c'est qu'il y avait très peu de réalisateurs belges qui arrivaient à vivre de leur métier. Il n'y en a pas beaucoup encore aujourd'hui, peut-être un peu plus.
Et donc la plupart des réalisateurs belges reconnus, le plus connu à l'époque c'était André Delvaux, étaient aussi enseignants dans des écoles de cinéma. Et donc j'ai eu moi-même comme étudiant cours avec André Delvaux, qui était enseignant dans l'école de l'Insas. Et donc pour moi c'était presque naturel, puisque tous les réalisateurs que je connaissais en Belgique avaient cette double casquette d'être à la fois réalisateur et enseignant. C'est vrai aussi même pour Jaco van der Maal, enfin il y a plein de cinéastes comme ça qui ont ponctuellement en tout cas donné des cours. Et puis l'autre truc, c'est que je le dis pas pour faire plaisir aux étudiants ici, mais je voudrais les remercier parce que c'est formidable en fait d'être enseignant, parce que ça permet d'avoir les échanges avec la nouvelle génération et que ça permet justement d'avoir une ouverture sur le monde qu'on n'aurait pas si on n'avait pas ce contact régulier. Peut-être Claire Vassé, qui est aussi enseignante, pourra en dire quelques mots. Et donc c'est une manière de rester avec le cinéma d'aujourd'hui, et donc je pense que c'est une grande chance. Et donc c'est pas du tout un dépit, je suis pas devenu enseignant par dépit, je suis devenu enseignant par hasard. Et je considère aujourd'hui que c'est une immense chance que j'ai eue en fait, alors pas que le tournage se soit arrêté, mais la vie a pris un cours inattendu, voilà, quelque part. Absolument. Et tu es revenu à la réalisation. J'ai jamais abandonné la réalisation, mais après, à plusieurs reprises, on me considérait mort comme cinéaste, puisque quand on commence un premier long métrage et qu'à bout de 4 jours il s'arrête, c'est pas le mieux pour poursuivre une carrière. J'ai eu un autre problème dans mon vrai premier long métrage, celui qui arrivera au bout, où l'acteur a voulu prendre le pouvoir et finir le film à la place. C'est pas ce qu'il y a de mieux comme carte de visite. Et donc là aussi, par rapport au métier, comme on dit, j'étais considéré comme mort et enterré. Et puis voilà, c'est toujours l'art d'essayer de renaître de ses cendres. Oui, mais c'est ce qui est encore une fois intéressant dans ton ouvrage, c'est que chaque métier de ce métier, tu les déplies. J'aime beaucoup le chapitre sur les critiques aussi, parce que ça nous fait un rappel historique de ce qu'est le métier de critique, et la spécificité française aussi, qui est quand même assez particulière de ce métier-là. Et c'est nourri aussi parce que je crois que tu accueilles des réalisateurs et des critiques dans le cadre de l'université. Tu les fais rencontrer, tu les... Alors, des réalisateurs, des critiques, des acteurs. Des acteurs aussi, des producteurs. Donc il y a une matière, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'exemples très concrets. C'est ce qui rend ton bouquin très vivant. C'est-à-dire il y a beaucoup de témoignages et des avis qui sont aussi très différents les uns des autres. Oui, mais il faut sortir. L'anecdote, elle est intéressante à partir du moment où on dépasse l'anecdotique. C'est-à-dire que je pense que c'est bien de partir de cas concrets pour pas être dans la théorie. Et j'ai un grand respect pour tous les théoriciens du cinéma, mais c'est bien aussi de penser le cinéma de l'intérieur, de comment il se fait concrètement. Et à partir si on est dans cette démarche-là, de comprendre comment se font les films, il faut forcément partir de cas concrets. Et donc les cas concrets, c'est ceux qu'on vit. Mais ils n'ont d'intérêt que si on peut les mettre en perspective. Et donc tous les éléments dont je parle dans le livre, on peut parfaitement les comprendre, je pense, sans me connaître et sans avoir vu mes films. Et j'espère surtout qu'ils dépassent le cadre de mon petit nombril, parce que sinon ça n'aurait aucun intérêt, et que ça peut être intéressant de voir par des cas précis, qu'est-ce qui se passe avec les critiques, qu'est-ce qui se passe avec les producteurs, qu'est-ce qui se passe avec... C'est quoi la direction d'acteurs. Il y a des chapitres chaque fois sur toutes les étapes pour faire un film, et disons qu'il y a 10% d'éléments personnels et 90% de réflexions qui sont totalement indépendantes de moi. Mais tu consacres quand même un long chapitre au cours de la vie et à ton expérience aussi personnelle et à ta direction d'acteur. On profite de toi, Jonathan, pour... Non, mais qu'est-ce que ça a été cette aventure-là et ces rencontres-là? Comment toi tu l'as vécu? Tu le dis dans le livre, mais bon, voilà. Mais là, Jonathan pourra témoigner. Il va sûrement dire le contraire par pure rhétorique, mais c'était un bonheur ce tournage. Et Dina, ma compagne, qui était... On entend toujours ça. Le tournage était formidable. Voilà, mais c'est pas le cas toujours, justement, parce que dans le livre, je raconte justement que j'ai vécu les deux aspects, et je pense, on va pas demander des exemples, mais que tous les acteurs ou tous les techniciens qui ont fait un certain nombre de films, ils pourront témoigner. Ils n'ont pas forcément envie de dire de quel film il s'agit, mais que ça se passe pas toujours bien, que parfois il peut y avoir des conflits, et que c'est bien de le savoir, et qu'on apprécie encore mieux
D'autant plus quand les choses se passent bien. Et le paradoxe sur le cours de la vie, c'est que ça s'est bien passé parce que, je pense... Qui êtes-vous, monsieur? Parce qu'il vous regarde en permanence. Vous êtes le producteur? Vous êtes le scénariste? D'accord. D'accord, ok. Et il y a également l'éditeur du livre que je tiens à saluer, Yannick Deshaies, donc des Nouveaux Mondes, qui nous a rejoints. Bienvenue. Sans qui ce livre n'existerait pas. Non, c'était un vrai bonheur le tournage du cours de la vie, de mon point de vue. Après, pour plusieurs raisons. Et l'une des raisons, c'est un paradoxe, c'est qu'on avait très peu de jours de tournage et que toutes les personnes qui étaient là, je pense, l'étaient parce qu'elles avaient envie d'en être. Et donc, il n'y avait pas de... C'est un tout petit budget. Donc déjà, tout le monde a fait, chacun à son niveau, des efforts pour les cacher. Et donc, tous ceux et celles qui ont participé au film avaient envie d'y participer, n'y étaient pas contraints et obligés. Et donc, je pense qu'il y a eu un... Enfin, en tout cas, moi, j'ai vécu ça comme le plus beau tournage de toute ma vie de réalisateur. Et évidemment, le plaisir d'être avec les acteurs... Jonathan, Agnès, tous les autres acteurs du film aussi. Voilà. Mais aussi, pas que les acteurs. Il y avait par exemple quelqu'un qui est formidable, que Jonathan connaît bien, puisqu'il a déjà aussi tourné avec lui, notamment dans la série Le Bureau des légendes. qui est Lubomir Bakchev, le chef opérateur, qui est un élément essentiel sur un tournage. Donc là aussi, je parle évidemment des techniciens et de à quel point ils sont essentiels pour la réussite d'un film. Mais alors, ce que j'ai pas dit, c'est qu'à Panthéon-Sorbonne, tu as le master scénario, réalisation et production, que dans ton film, il est quand même question de le personnage principal qui est joué par Agnès Jaoui est une scénariste. Et Jonathan, ils sont deux. Et Jonathan, pardon. Voilà, et Jonathan sont des scénaristes, et que la question du scénario la question est de comment écrire un scénario, et quand même une des questions, évidemment qu'il y a l'histoire d'amour, et qu'évidemment que tout ça vient, voilà, que le film a plusieurs fils narratifs, mais que cette question-là, elle est mise au centre du film, et elle est questionnée au centre du film, et c'est ce qui en fait un film, je trouve, très... il y a ce prisme-là un peu réflexif, autobiographique, c'est-à-dire une enseignante face à des élèves, ce qui peut recouper ta situation d'un enseignant face à des élèves, et de savoir comment écrire un scénario avec toutes les idées préconçues qu'on a. Et d'ailleurs, tu y consacres un chapitre aussi, avec les noms phares de Mackie, voilà, oui, toutes les bibles du scénario. Anatomie du cinéma est aussi un petit clin d'œil malicieux à Anatomie du scénario. Voilà, Anatomie du scénario, Anatomie d'une chute voilà, aussi. Il y a beaucoup d'anatomie. Voilà. Pour l'instant, on a plein d'anatomie. Oui. Mais tu le présentes quand même comme un anti-manuel. Tu t'aimerais qu'il soit un peu une sorte d'anti-manuel. Mais je pense que c'est l'éditeur ici présent qui a eu l'idée de définir le livre comme tel, mais en tout cas, ce n'est pas un manuel, dans le sens où il n'y a pas de règles. Enfin, pour être plus précis, j'ai la conviction que les questions qui se posent à un cinéaste, quel que soit le cinéaste, sont toujours les mêmes questions. Où est-ce qu'on place la caméra? Comment est-ce qu'on raconte une histoire? Comment on établit une relation avec les acteurs? Mais que fort heureusement, chacun va apporter une réponse différente. Et qu'une même personne peut d'ailleurs avoir des réponses différentes selon le film qu'il fait. Puisque par exemple dans la direction d'acteur, moi je pense que ça se joue à deux, entre le réalisateur et l'acteur. Et donc tous les acteurs ne sont pas pareils, tous les réalisateurs ne sont pas pareils. Et donc il suffit qu'un des deux, de la personne du duo change pour que ça puisse changer aussi la relation qu'il peut avoir sur un film. Et donc, il n'y a pas de règle générale applicable à tous les films indifféremment. Et les manuels prétendent cela au niveau du scénario. À mon avis, c'est une forme d'escroquerie intellectuelle. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des règles qui peuvent être suivies ou pas, et que c'est souvent les films qui ne suivent pas les règles qui sont les plus intéressants parce qu'ils offrent une autre perspective et qui sont plus singuliers que le tout commun de la production. Mais alors, évidemment, qu'est-ce que tu enseignes à tes élèves alors quand tu leur... Peut-être leur poser la question. Voilà. Non, mais ils vont dire qu'ils vont avoir que des retours élogieux. Mais comment tu les... Je peux partir pour qu'ils parlent à mon absence. Non, mais quel est le programme de l'année, quoi? Mais dans le master, on a cette particularité d'accompagner les films. Donc il y a de l'écriture et puis la réalisation. Et puis on a des partenariats actuellement avec MK2 qui va donc diffuser les films sur la plateforme de MK2. Et puis avec France 2 qui
pour le Master 2, va faire des finances et va diffuser 4 films, 4 courts-métrages réalisés par les étudiants du Master. Voilà, donc Mais est-ce que c'est vraiment la pratique. Est-ce que tu es comme Agnès Jaoui dans le film, en leur proposant au premier cours le fameux « et si » ? Non. Non. Vous confirmez, je ne vais pas parler du ici dans les cours. Bon, tu commences par quoi alors ? Quel est le premier cours alors ? Je ne me rappelle plus. Est-ce que vous vous rappelez quels étaient les premiers cours cette année ? Vous n'êtes pas noté à la fin. Hein, c'est pas... C'est pas le référent scénario. Non, c'est Claire Vassé qui est là. Alors que c'était quoi le premier cours, Joseph ? Oui. C'est pas sur la notion de point de vue, non ? La question du point de vue, qui est intéressante parce que c'est aussi quelque chose que tu développes de manière historique aussi, même qui va aux origines du cinéma. Parce que encore une fois, le bouquin, c'est pour ça que j'aime beaucoup, c'est qu'il traverse l'histoire et il remet une sorte de chronologie aussi. On va de Lumière à Méliès, Charles Pathé, tout ça. Mais on parle très rapidement de où est-ce qu'on pose la caméra et comment on veut capturer le réel. Comment la question, elle s'impose dès le début, dès les origines du cinéma. D'ailleurs, ce qu'on retrouve dans le film de Thierry Frémaux sur les films Lumière. Alors, paraît-il, c'est assez... Dès Lumière, la question se pose, de comment on raconte l'histoire en fonction d'où on place la caméra. Y compris dans le cinéma du réel. Parce que les vrais documentaires, pour moi, ce sont aussi des films qui racontent des histoires. Bon, direction d'acteur. Moi, j'ai envie d'entendre Jonathan. Alors... non, il va falloir que tu nous dises quel directeur d'acteur est Frédéric. C'est un piège. Viens. Approche-toi. 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 Peut-être... Je parle pas très bien de ce qu'on fait en fait. Mais si. Je dois le faire parfois parce que je suis forcé. C'était pris en otage, là. Non, je suis pas pris. Non, si j'ai envie, non, j'ai pas envie. non, mais c'est vrai que honnêtement, il y avait une harmonie, une simplicité de travail. Je sais pas. Il y a des fois où ça se fait naturel. Ah, ça c'est vraiment pour me. Non, il y a des fois où ça se fait. Il y avait une forme de naturel dans le travail, de simplicité. Donc c'est difficile d'expliquer en fait quand c'est simple. C'est-à-dire qu'on avait fait une lecture ensemble, tous les acteurs avec Géraldine et le scénariste, Alain Lérac, Agnès et Alain Lérac. Moi, c'est vrai que j'avais beaucoup de comment dire, je suis vachement voyeur dans ce film. Enfin, j'écoute vachement en fait, donc j'écoutais. Et puis j'adore Agnès parce que c'est vrai que j'avais fait un film déjà avec elle il y a longtemps, Agnès Jaoui, qu'on avait une histoire d'amour déjà dans l'autre film et que la retrouver pour faire une histoire d'amour 10 ans plus tard ou 15 ans plus tard, on avait déjà qui était un peu le sujet du film d'ailleurs, c'est qu'il y avait une sorte de mise en abîme. Ouais, donc on avait déjà un historique. Un film avant, quoi. Ouais, donc c'est marrant de revivre une histoire d'amour avec une actrice avec qui on a déjà vécu ça et qu'on aime beaucoup. Et puis Frédéric, c'était assez naturel. Je sais pas comment on se parlait, juste ce qu'il faut. C'était simple, quoi. Donc c'est vrai que c'est difficile de broder là-dessus parce que. On va peut-être raconter le coup de l'écharpe. Le coup de l'écharpe avec Dina. Oui. Parce que ça fait aussi partie de la création du personnage. Oui, non, mais ça c'est parce que c'est Frédéric qui a souvent des écharpes assez théâtrales, on va dire. Là, elle était rouge. Elle était rouge, elle est quand même très visible. Hein. Donc ça c'était mon hommage au réalisateur hein, et à sa distraction. Mais il a des anecdotes assez exceptionnelles. Je ne sais pas si les élèves ici ont vécu tes grands moments de solitude en cours, mais il a des anecdotes assez... Et donc, je crois qu'on a effleuré le personnage. Je crois que on n'était pas à 100% de ce que tu aurais pu écrire en conneries, mais c'était pas le sujet. Et en tout cas, non, mais c'est vrai qu'il y avait une harmonie. C'est agréable de faire du cinéma quand c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de. Le budget était pas grand, le temps était un peu. Mais on était à Toulouse. Moi, je connaissais pas Toulouse. Bon, c'est très anecdotique ce que je vais dire, mais quelle belle ville. Non, mais quelle belle ville, Toulouse. Franchement, je suis désolé, hein, mais c'est vrai. Moi, j'avais presque. Comme parfois, tu fais des tournages et tu découvres des villes et à chaque fois que je me dis putain, mais j'ai envie d'habiter là, moi. Et Toulouse, vraiment, je trouve que ça donne envie, quoi. Donc en plus, il y avait cette harmonie. On était quand même beaucoup dans le décor était unique, l'école. Je suis en train de broder, de dire rien là. On est d'accord ? C'est très possible, mais c'est pas grave. Non, vas-y.
Non, mais ce qu'il y a, c'est que comment Frédéric est comme directeur d'acteur, mais est-ce qu'il t'a proposé un texte? Est-ce que tu as pu développer ton personnage? Est-ce que vous avez eu des points de désaccord? Tu sentais que tu avais une certaine liberté, ou c'était à la virgule, ou comment il y a Non, mais il y a aussi un passif qu'on a nous. C'est-à-dire que je parle du passif que j'ai avec Agnès Jaoui, mais nous, on se connaît depuis que, en fait, on se connaît depuis, en fait, son père et ma mère. Ma mère n'est plus là, mais ils étaient très amis. Ah, ok. D'accord. Et, voilà, ma mère était peintre, son père est philosophe, Ok, d'accord. un grand philosophe belge. C'est un peu comme les Grecs, quoi. C'est les nouveaux Grecs, les Belges. D'accord, ok. C'est une école qui peine encore ouais, mais ça arrive. Il y aura une reconnaissance. Et donc on se historique. connaissait de l'enfance, et c'est vrai que j'ai une sensibilité commune à un endroit qui s'explique pas, peut-être, je sais pas. Donc les choses sont, je pense que très vite, le costume, la rencontre avec Frédéric, le scénario, il y avait quelque chose d'assez naturel, je sais pas. Non, qu'est-ce que t'en penses qu'est-ce que tu pourrais dire de plus? Il y avait une forme d'évidence, je pense, Ouais. en fait, le terme direction d'acteur n'est pas le terme juste. En ce qui me concerne, en tout cas, c'est l'échange autour d'un personnage et l'écoute réciproque. Le réalisateur ou la réalisatrice qui regarde l'acteur et puis aussi l'acteur qui a envie d'être dans la rencontre avec le personnage. Exactement. Et Ouais. donc, j'aime beaucoup l'expression qu'utilisait Bertrand Tavernier dans le rapport acteur-réalisateur, qui disait l'envie de s'épater mutuellement. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est quand, pour un réalisateur en tout cas, et tu as réalisé des films aussi, voir un acteur qui est mieux que ce que tu avais imaginé. Et donc ça, c'est extraordinaire, ce moment-là. Et pour un acteur, j'espère d'avoir la confiance dans le réalisateur avec qui il travaille, parce que c'est pas évident, parce qu'on découvre le film après qu'il soit tourné. Il y a cette période du montage où les choses peuvent quand même pas mal bouger. Et il y avait ces partis pris dans le film, si on parle du cours de la vie, de mise en scène qui était quand même particulier, où pour tout ce qui était les scènes de cours, je voulais, avec Lubomir, donc c'est un peu comme je sais que je me rappelle la première fois que Véronique, la productrice, je lui dis ça, elle m'a regardé comme si j'étais un extraterrestre. En fait, je voudrais que tout soit très mal filmé, parce que pour donner le côté spontané, et donc qu'il y ait des flous, qu'il y ait des zooms mal faits. Donc c'est un peu bizarre comme direction de mise en scène, mais c'était vraiment important aussi de trouver la forme qui soit là pour le film, que ce soit pas une captation théâtrale. Ça aurait été, à mon avis, mortel, même si les acteurs auraient été très bien. Et donc, je pense que la réussite d'un film, elle tient à la fois du scénario, du jeu des acteurs et des choix de mise en scène. C'est tout ensemble qui va faire que ça va décoller ou pas. Et c'est vrai qu'il y a des films, quand parfois on tourne, on sent que la caméra est un endroit bizarre, la situation est bizarre, la mise en scène est pas comment dire, elle n'est pas dans le sens de ce qui se passe, des scènes. Enfin, c'est compliqué, on doit s'adapter. Et là, c'était très naturel toujours. Il y avait un truc une évidence, quoi, de simple. On était tout de suite au bon endroit, l'impression que la caméra était là. Donc ça, ça rend les choses plus simples, quoi. Mais je voudrais quand même rendre hommage à Dina qui est là présente dans la salle sur deux aspects. Le premier, et tu pourras en témoigner. Mais je crois qu'elle peut venir parler de son expérience, elle aussi. Le choix de l'écharpe, comment ça s'est passé? Viens. Oui. Viens. Je vais raconter quand même l'anecdote. Deux anecdotes, parce qu'il y en a une qui te concerne directement. C'est qu'on a commencé le tournage par les scènes de cours et les scènes où tu n'avais pas de réplique à donner. Et donc tu étais juste présent dans la salle en train d'écouter Agnès Jaoui qui faisait sa masterclass. Et tu te posais régulièrement la question à Dina, mais t'es sûr qu'on me voit à l'image? T'es sûr que je suis bien là? Alors que c'est hyper important. C'est hyper honteux comme anecdote. C'est l'anecdote acteur. T'es sûr que je suis vraiment dedans là? Ou je suis juste en train de penser que je suis génial et qu'il n'y a rien en fait? Non, parce que c'était hyper important, l'attention que tu portais. Bien sûr. Mais Et la deuxième anecdote, tu vois, je vais me faire m'auto-flageller. Ah, j'espère, parce que là, c'est que le premier jour de tournage, il y avait, et c'est uniquement de ma faute, hein, c'était pas de la faute des techniciens, c'était pas de la faute d'Agnès, puisque c'était avec elle qu'on commençait essentiellement. Et Dina vient me voir en me disant, c'est nul, tout ce que tu es en train de faire, c'est nul à chier. Mais non. Mais Dina, mais ça tu m'as pas dit, tiens, par contre. Et en fait, elle avait totalement raison. Ouais. C'est parce que j'avais pas trouvé encore avec Lubo la bonne manière de filmer. Ok. Et donc, en fonction de la grosseur des plans et de ce qu'on a décidé, après, on a rétabli les choses.
Mais si. Et après, elle a vu le film, elle a fait toujours nul. Et donc c'est très important d'avoir sur le plateau aussi. Alors en général c'est le producteur aussi, parce qu'Alain était le deuxième à me le dire aussi. Alain Benguigui, le producteur avec qui on souhaite continuer à travailler, me l'avait dit aussi. Mais donc c'est pas facile de le dire à un réalisateur quand il est dans cet état de tournée. Et en même temps c'est très important. Donc je raconte cette anecdote parce que c'est très important d'avoir des personnes de confiance sur le plateau qui respectent le réalisateur, qui veulent pas le prendre sa place, mais qui a quelque chose qui va pas, lui donne la petite alerte. Ça peut être la script aussi, ça peut être le chef opérateur aussi. Voilà, donc c'est une anecdote, mais qui dépasse l'anecdote à mon avis. C'est de savoir comment on trouve un peu comme des musiciens qui... Mais en même temps, c'est ça qui est passionnant dans ce métier, en fait. C'est justement, moi j'ai fait ce métier plus pour jamais faire la même chose. On est toujours dans une configuration complètement différente, quoi. C'est vrai, je veux dire, chaque réalisateur a sa manière un film se fait toujours différemment, c'est quand même ça qui est passionnant, quoi. Une question pour toi, Jonathan. Ce personnage-là et cette histoire d'amour, cette ancienne histoire d'amour qui vient, qui ne l'a jamais quitté. Comment tu construis ton personnage, cette matière-là? Tu vas puiser dans des choses à toi, ou c'est des choses qui sont vraiment, je sais pas, très extérieures à ton vécu, et je sais pas, comment tu te prépares, comment tu le fais émerger, ce personnage, ces sentiments-là, ou c'est comme ça? Non, mais c'est vrai vrai qu'il y a quand même quelque chose qui est assez fort et intense dans... Non, mais c'est vrai que d'abord il y a le fait que son univers, enfin l'univers du film le personnage me semblait assez, familier avec moi. Je pense qu'on a assez de points communs tous les deux, et quand même donc voilà, il y avait ça. Et après, il y avait le fait que je connaissais Agnès d'avant. Donc, c'était aussi le souvenir de choses que j'avais vécues avec elle. On avait déjà une histoire, en fait. Alors, cette histoire, tu la transposes après. Et puis après, je sais pas pour vous, mais on a tous sûrement des histoires d'amour qu'on a laissées derrière nous. Et puis, on y repense. Et puis, on fait un mélange avec les choses qu'on a vécues et celles qu'on imagine. Et puis, on espère ne pas être trop à chier à la fin, que Dina va pas nous dire que c'est quoi cet acteur de merde. Et donc non, mais c'est un mélange de choses finalement. Mais c'est vrai qu'avec Agnès, il y a aussi des acteurs avec qui on peut il y a une sensation de vérité, quoi, dans l'échange que j'ai avec. C'est une femme que j'aime, que j'admire. Donc c'est une forme d'amour. D'une certaine manière, même si c'est pas. Donc c'est déjà, j'étais quand même. Du respect avant que t'arrives, mais l'amour, la confiance, c'est l'amour au sens platonique, et la confiance, c'est quelque chose de très important. Donc j'avais déjà gagné la moitié de la relation que j'avais avec cette femme, même si je ne pas comme mon personnage dans le film, c'est quand même déjà beaucoup par rapport à une inconnue que je rencontrerais, une actrice. Donc voilà. Je voudrais faire rebondir sur parce que tu disais moi je me rappelle, ça a été un moment très fort pour moi. C'est la première fois où tu as découvert le film qui n'était pas encore mixé, mais on a fait une première projection du montage avec Agnès qui était présente aussi. Il y avait aussi ce jour-là, et c'était très important pour moi, Michel Simon qui était encore parmi nous et à qui on voulait montrer le film pour avoir son avis, et donc on a... Non, à la maison des auteurs, oui. Et donc on était tous quand même heureux, je pense, même si le film n'était pas terminé, de voir que ce qu'on avait voulu arrivait à quelque chose qui était proche de ce qu'on avait voulu. Et parce que c'est pas toujours le cas, et puis on n'a pas forcément la bonne distance. Et puis j'en profite pour dire qu'il y a quelqu'un de très important aussi qui a accompagné la sortie du film, qui est présent dans la salle, qui est Gilles Lioncan, qui était l'attaché de presse du film, et donc qui a fait un travail magnifique sur le rapport aux critiques. On parlait des critiques tout à l'heure. Là, il y avait Michel Simon qui était présent dans la salle, et c'est très important, je pense, d'avoir ces premiers retours. Ah bah oui, non mais c'est vrai que là, dans le cas de ce film, par exemple, moi, c'est un film qui m'émeut beaucoup. L'histoire, j'arrivais à être ému des personnages en oubliant que j'étais dedans. Et j'ai même plus que sur le scénario, je dois dire que l'émotion, je trouvais l'émotion est là. Et donc c'est hyper c'est fort de voir un film voilà, la façon dont on l'a fait, qui était quand même assez rapide. Il y a tout ça, et puis il y a quand même quelque chose qui existe vraiment. Il y a cette relation qui existe dans ce qui nous concerne dans ce couple, et puis en même temps il y a les élèves, il y a tout ça. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup d'émotions. Donc moi j'étais évidemment très très heureux de participer à ce film, et les retours qu'on a eus ont été quand même assez dément, hein. On a eu quand même une presse de malades et des gens très très émus par le film. Franchement, ça a été. On a fait pleurer plusieurs personnes. On les a bien fait chialer. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions?
tu peux t'asseoir, je te libère. T'as gagné la chaise. La chaise du réalisateur. L'acteur Non, aussi. Et de l'acteur. On attend le film. S'il y a des questions ou voilà. Il y a l'éditeur aussi, peut-être Yannick D, qui peut dire quelques mots sur... non, il veut pas. Il reste dans l'ombre. Moi, je t'ai demandé... bon, je vous laisse réfléchir à vos questions. Hein, mais je t'ai demandé une petite liste de films, comme je la demande à tout le monde. Tu m'as fait une liste de films en lien avec le cours de la vie, c'est-à-dire que les films qui parlent du cinéma. Ouais. Et je trouve ce qui est émouvant aussi, ce qui est assez fort dans ton film, c'est que ça parle de cinéma, mais de tous les aspects. Il y a une volonté comme ça de parler du cinéma et de la vie, mais les masterclass, les cours d'Agnès Jaoui sont captés dans la cabine de cinéma. Il y a des passages dans la cabine de cinéma. Il y a des différentes valeurs de plan, la façon dont elle est filmée. Il y a des moments où les étudiants voient des films. Le cinéma est partout, quoi. Et je trouve que c'est toujours... ça nous émeut. C'est comme si on partageait quelque chose de commun, un amour commun. Il y a quelque chose de cet ordre-là, je trouve, quand le cinéma est vraiment au cœur du film. Oui, alors il y a certaines personnes qui prétendent, c'était Truffaut qui disait ça, je pense que... Mais je ne sais pas ce que tu en penses, si tu as pu vivre la même chose, c'est que le sujet d'un film et l'ambiance qu'il y a... et l'ambiance qu'il y a sur le plateau sont synchrones. Le sujet d'un film et l'ambiance qu'il y a sur le plateau peuvent parfois, il y a des vases communicants. Donc si on a... par exemple, dans la scène où Agnès Jaoui parle du deuil qu'elle a eu, il y avait tout le monde dans la... présent sur le plateau qui chacun en pensait à notre propre deuil, à notre propre mort en fait, à notre propre fantôme, parce que c'est quelque chose d'universel. Malheureusement, on a tous des personnes chères, des parents, des grands-parents, des amis qui ne sont plus. Et donc je pense que c'est ça la magie du cinéma aussi, c'est qu'à travers un personnage, on peut s'identifier à lui. Et c'est pour ça que pour moi le cinéma, c'est très important. C'est un point sur lequel je suis parfois en désaccord avec les débats actuels sociétaux qui prétendent qu'il faut par exemple... être de telle ou telle origine pour traiter de tel ou tel sujet. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'altérité. Oui. C'est-à-dire que je peux et j'aime m'identifier à une femme alors que je ne serai jamais une femme. Et j'espère qu'une femme peut s'identifier à un homme alors qu'elle ne sera jamais un homme. Et donc, le cinéma est une ouverture et pas une fermeture. Tu le mets dans ton film et tu le mets dans un personnage, ça aussi, sur ce personnage non-binaire qui dit « et moi je fais quel point de vue j'ai ?» Alors il faut respecter la différence de chacun et de chacune, évidemment, et que chacun a le droit d'avoir sa propre identité. Il ne s'agit surtout pas de vouloir changer qui que ce soit, mais aussi respecter qu'on peut s'intéresser à quelqu'un d'autre que soi. Et l'autre, avec un grand A dans autre, parce que ça peut être plein d'autres, ça peut être l'autre parce qu'on n'a pas le même sexe, mais ça peut être l'autre parce qu'on n'a pas la même origine sociale, mais ça peut être l'autre parce qu'on n'a pas la même origine communautaire. Et c'est formidable d'avoir cet espace d'ouverture à travers le cinéma, de pouvoir se projeter et s'identifier et vivre d'autres vies que la sienne. À travers les films. Parce que voilà, Jaoui leur demande de prendre un personnage, de construire un personnage et de prendre un personnage pas trop loin de ce qu'ils sont. Voilà, c'est ça un peu la contrainte ou le début de l'exercice. Et donc c'est ça ouvre un débat. Mais alors, si je choisis quelqu'un qui n'est pas de mon genre, de mon sexe, voilà. Bon, il y a toutes ces questions-là qui réémergent de cette génération qui n'est pas la génération de Jaoui, et donc elle est confrontée tout d'un coup à des questions qu'elle ne se posait pas de cette manière-là, on va dire. Et c'est tout de suite très riche, en fait, ce qui émerge, parce que c'est pas du tout du conflit, mais c'est je trouve que c'est de la discussion. En tout cas, dans le livre, il y a juste un chapitre sur le cours de la vie, je te rassure, Jonathan. Non, mais sur le point de vue et sur le male gaze et le female gaze, il y a un autre, il y a tout un chapitre. Donc c'est pour ça que quand je disais que tu n'éludais pas aucun sujet, c'est-à-dire que vraiment tu ouvres toutes ces boîtes-là, mais pas de manière provocatrice ou conflictuelle, mais pour dire, c'est le débat actuel. Et voilà, tu y mets aussi ton point de vue, mais je trouve ça plutôt stimulant, riche et ouvert. C'est pour ça qu'on fait l'aller-retour entre ton bouquin et le film, parce que oui, un point commun, c'est toi quand même. Et puis, je voudrais aussi saluer la présence de Jean-Paul Comard, que tu connais, Jonathan, qui nous a rejoint. Et Jean-Paul qui était
un acteur qui avait accepté, il était nominé au César à l'époque pour un film qui s'appelait La Balance, de Bob Swine, et il avait accepté de jouer dans un de mes premiers courts-métrages, j'avais 16 ans. Et donc, je dis ça aussi par rapport aux étudiants qui sont présents ici, puisque c'est possible de convaincre des acteurs qui ont déjà une certaine expérience de tourner, y compris dans des courts-métrages parfois. Je pense qu'il faut la force de conviction et avoir un projet auquel on croit et vraiment avoir envie de travailler avec un acteur ou une actrice. Parce que je pense que ça se sent, ça, quand un réalisateur vient vous voir et que, en fait, c'est vraiment avec vous qu'il a envie de travailler et pas avec quelqu'un d'autre. Et que ça participe sûrement aussi on parlait de contagion, de la contagion du film qu'on a envie de faire ou pas ensemble. Non, c'est une fausse information. Mais on va ressusciter, rassure-toi. Ah, c'est voilà. Je te propose qu'on passe un court extrait du film. Ah pardon, j'ai pas vu. Bonjour à tous, je suis étudiant de Monsieur Socher, je vous ai eu pendant un semestre en économie et droit du cinéma et je me rappelle quand j'étais en amphi, nous avons eu une discussion sur, à la fin du cours et pendant le cours, je vous avais posé beaucoup de questions sur le côté financier du cinéma, comment ça fonctionnait, comment ça se passait, parce que pour moi c'est quelque chose d'assez nouveau, je suis pas français et c'est pour ça que je connais pas vraiment toutes ces particularités. J'ai lu le manifeste du cinéaste, etc. J'ai cherché vraiment à comprendre. Et je me rappelle notre conversation que nous avons eue. Et moi, ce que je vous avez demandé, à votre avis, qu'est-ce que vous voudriez réformer ou changer carrément, drastiquement changer dans le cinéma français aujourd'hui ou dans le cinéma de quoi? Je me souviens plus ce que je vous avais répondu. Très honnêtement, vous avez un peu sauté la réponse histoire de ne pas passer trop de temps. Je pense que vous avez un peu sauté sur l'occasion qu'il y avait d'autres étudiants. Donc voilà. Et là, je suis vraiment curieux de savoir, à votre avis, mais une seule chose, juste, qu'est-ce que, à votre avis, vous voudriez changer? Qu'est-ce qu'il y aurait à changer? T'as une idée? T'as une idée, Jonathan? Non, j'ai pas d'idée, non. Moins de français? Qu'est-ce qu'il y aurait à changer dans le cinéma français? Peut-être que ce qu'il faudrait changer, c'est plutôt ce qu'il faudrait garder. C'est-à-dire l'esprit critique. J'ai été très choqué, j'en parle dans le livre, quand, pour Anatomie d'une chute, Justine Triet reçoit la Palme d'Or à Cannes et fait un discours critique en disant qu'elle a peur que le cinéma dérive vers plus de libéralisme et qu'elle voudrait, pour les nouvelles générations, faire un cri d'alarme sur une dérive, selon elle, du cinéma français. Dont elle a bénéficié, et sans lequel elle ne serait pas devenue réalisatrice. Absolument. Et donc, moi j'étais très choqué personnellement par la réaction de la ministre de la Culture de l'époque, qui n'est pas la même que celle qu'il y a aujourd'hui, et par la réaction de certains hommes politiques, essentiellement plutôt à droite, qui ont... Et du milieu aussi. Et du milieu aussi, oui. Qui ont... Toujours à droite. Pas mal. Qui ont critiqué donc Justine Triet en disant que voilà. Et donc je voudrais qu'on garde la possibilité de critiquer le système. Je pense que le système français du cinéma est un des meilleurs au monde, mais ce n'est pas pour cela qu'il est parfait. Et donc aucun système, à mon avis, ne l'est. Et si on n'a pas le droit de critiquer un système, on ne peut pas le faire s'améliorer. Alors c'est pas parce qu'on critique un système qu'on a raison dans sa critique. C'est ça tout l'enjeu du débat démocratique et justement du respect et de l'écoute. C'est pas parce qu'on a une position que tout le monde doit être d'accord avec votre position. Et même parfois vous avez le droit à l'erreur dans les positions que vous pouvez prendre. Et peut-être Justine Triet avait-elle tort, à mon avis pas, mais on peut émettre cette hypothèse. Et alors, quand bien même aurait-elle tort, où est le problème du fait qu'elle émette une critique? Parce que puisqu'elle a bénéficié du système, elle a eu l'avance sur recette, elle est un enfant du cinéma français qui a bénéficié des financements du cinéma français. Si quand on bénéficie du système, on ne peut pas le critiquer, parce que si on le critiquait en en bénéficiant, donc on serait un enfant gâté, ça veut dire que quand on ne bénéficie pas du système, si on n'a pas l'avance sur recette, si on n'a pas de financement, on ne peut pas le critiquer non plus, parce que là on serait aigri, puisqu'on n'arrive pas à avoir le financement, et donc on ne peut jamais critiquer quoi que ce soit en fait. Donc ce que je voudrais qu'il reste plutôt que de changer, ce que je voudrais qu'il reste dans le système français, c'est ce droit à l'esprit critique, sans pour autant être fustigé si on émet une critique, quelle qu'elle soit. À partir du moment où on n'attaque pas une personne ad nominem et qu'on n'est pas irrespectueux, je pense que toutes les pensées ont le droit de s'exprimer
et que c'est très important que les débats puissent se poursuivre sans qu'il y ait des réactions comme celles qui ont eu lieu quand Justine Triet a eu la Palme d'Or et qu'elle a fait cette déclaration. D'autres questions? Moi, je te propose qu'on passe à un court extrait du film, si ça te va. C'est le début. Non, il y a du son. Des synchro. N'hésitez pas à intervenir et à poser des questions. Parce que, bonjour. Vous m'entendez bien? Bon. Alors, j'ai pas vraiment l'habitude de ce genre d'exercice. Hein, donc, n'hésitez pas à intervenir et à poser des questions. Parce que j'ai pas très envie de vous faire un cours trop théorique. Alors, je crois que la première qualité d'un scénariste, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas tant l'imagination que l'observation, le sens de l'observation des autres et de soi-même. Observez tant que vous pouvez vos amis, votre famille, au café, les gens autour de vous. Il y a une formule magique pour un scénariste, c'est « et si ». Il faut savoir partir de la réalité et extrapoler à partir d'elle. Et si c'est un point de départ à toute histoire. Voilà. Pour écrire, il faut chérir cette formule. Oui. Très bien. Vous pouvez nous donner un exemple d'observation de la vie qui, avec un et si s'est transformé en fiction dans le genre des scénarios que vous avez écrits? Voilà, des exemples, j'en ai plein. On peut prendre par exemple la comédie que j'ai écrite qui s'appelle Le père de nos enfants. Vous l'avez vue? Qui l'a vue? Personne. Ah, Vincent? Non, mais faut le voir absolument. Merci Vincent. Il y en a un. Je vais vous dire comment m'est venue l'idée. En fait, j'étais dans un café, j'avais rendez-vous, et puis j'observais les gens, c'était en avance, et là je vois deux femmes enceintes qui pleurent dans les bras l'une de l'autre. Et quand je dis enceinte, mais vraiment très 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 enceinte, quoi. Elles me laissent pencher un peu ridiculement pour arriver à s'enlacer, et avec quasiment la tête sur le ventre de l'autre. Et ben là, un « et si » m'est venu. Je me suis dit, et si ces deux femmes, en fait, avaient été mises enceintes par le même homme, et qu'elles se retrouvaient pour la première fois pour s'allier, pour retrouver l'homme qui les avait mis enceintes. Il se passe que Chloé a couché avec Agathe et que maintenant elle veut se taper sa mère. Quoi? T'es sérieux? Putain, il y en a qui veulent écouter là. Et donc, il faut savoir extrapoler à partir de la réalité. Et si, c'est un passeport pour l'imaginaire. Et si, j'ai soif, l'eau de cette bouteille, de cette carafe, était empoisonnée. Ça pourrait être l'un de vous qui a mis du cyanure pour avoir son heure de gloire sur les réseaux sociaux. N'est-ce pas, mademoiselle? Je prends des notes de ce que vous dites. Bien. Ou alors, ça pourrait être le bienveillant directeur qui m'empoisonnerait pour d'obscures raisons liées au passé. Bon, donc je suis pas monstre. Et vous avez un beau point de départ, vous avez deux personnages, puis donc vous nous dites que vous avez commencé à les développer, à écrire des péripéties, et c'est là qu'il me dit, arrêtez-vous et réfléchissez. Pourquoi écrire cette histoire? Qu'est-ce que vous voulez dire? En gros, en quoi elle peut servir à d'autres? En quoi elle vous concerne? Je pense en effet que la meilleure école de scénario qui puisse exister, c'est de faire une thérapie. Parce que le travail thérapeutique, il s'apparente beaucoup
au travail d'écriture. Voilà. Comme au début d'un scénario, quand on arrive chez le thérapeute, on a des idées comme ça, toutes faites sur les personnages de nos vies, de notre vie, des clichés qu'il faut savoir craquer, ça c'est très important dans l'écriture. Et puis je pense que décortiquer la psyché humaine, ça peut être aussi haletant qu'un thriller. Voilà. Louison, tu peux passer l'extrait s'il te plaît. Tu vois qu'on ne voit pas bien au début. Non, c'est vrai, je trouve que... Manque de lumière. Bon. Vous avez tous vu le film ou pas? Certains non? Oui. Dans la majorité, oui. J'ai l'impression que tout le monde a travaillé sur le film, non? Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur le film? Non, pas tous? Non. Ah, d'accord. Il y a ok. 3 personnes qui ont travaillé sur le film. Alors, je t'ai fait choisir une liste de 10 DVD en lien avec ce film-là. Donc, on va peut-être pas faire les 10, mais j'aimerais que tu me dises quelques mots sur certains. Donc, je fais la liste. Et donc, il y avait La Nuit américaine de Truffaut, Le mépris de Godard, Le voyeur de Powell, Laissez passer de Tavernier, Les rendez-vous d'Anna de Chantal Akerman, L'état des choses de Wim Wenders, La comtesse aux pieds nus de Mankiewicz, Sunset Boulevard, Billy Wilder, Les ensorcelés de Minelli et Chantons sous la pluie de Stanley Donen et Barton Fink des frères Cohen. De manière totalement discrétionnaire, je vais en choisir 3. Le voyeur de Michael Powell. Si tu peux nous en dire quelques mots et voilà, pour ceux qui ne l'ont pas vu et nous donner envie de le voir. C'est un film que je trouve extraordinaire et qui n'a pas du tout marché à l'époque où il est sorti. Donc Michael Powell, réalisateur anglais qui était très admiré d'ailleurs par Bertrand Tavernier pour sa collaboration aussi avec Pressburger qui était un scénariste. Emmerich Pressburger. Ouais. Et donc dans Le Voyeur, l'idée du film c'est la suivante, c'est un chef opérateur qui veut capter par l'image le moment où on meurt. Et donc, il veut arriver à photographier. Donc, il est presque obsédé, quoi. Il est obsédé par cela, et donc c'est un serial killer, mais qui a cette spécificité de tuer uniquement des personnes qu'il filme pour pouvoir enregistrer le moment du trépas. Et donc, ça pose plein de questions sur le cinéma, c'est-à-dire comment le cinéma enregistre la vie, mais aussi la mort, puisque je pense que tous les films qui ont plus de 50 ans aujourd'hui sont essentiellement hantés par des fantômes qui continuent à exister si on revoit les films. Et donc ça pose aussi, c'est un des chapitres du livre, la question de est-ce que le cinéma est un art éphémère ou qu'est-ce qui fait que les films restent avec le temps. Et c'est une question qui se pose pour nous qui voulons faire des films et qui aimons, qui sommes cinéphiles. Comme Hugo par exemple, comment se fait-il qu'il y a des films qui vieillissent mieux que d'autres parce que les films ne sont pas égaux dans leur vieillissement. Il y a certains films qui ont été des immenses succès au moment où ils sont sortis et que plus personne ne voit aujourd'hui. Tout à fait, oui. Et réciproquement, il y a des films qui parfois n'ont pas été des... Comme le film de Pressburger, le film de Pressburger a été un échec commercial et aujourd'hui il est rediffusé régulièrement dans les cinémathèques. Bien sûr, Les ensorcelés de Minelli, Vincent Minelli. Les ensorcelés de Minelli, c'est un des meilleurs films qui soit, je pense, pour comprendre le système américain, le système hollywoodien de la grande époque des studios d'Hollywood et aussi des séries B qui se tournaient. Et la grande leçon, par exemple, puisque là, il y a plusieurs figures. Il y a la figure d'un producteur, d'un réalisateur qui travaille dans le cadre du cinéma américain dans les années 1950. Et donc, une des grandes leçons, moi je suis obsédé par les questions de mise en scène. Dans le film de Minelli, il y a quelque chose d'absolument formidable. Je pense que c'est directement inspiré du film Cat People de Turner, qui devait faire un film donc. Cat People, la Féline ? Non. Oui, qui a été remake après, qui s'est fait avec Anastasia Kinski. Ah, Schrader. Oui, Schrader, mais le premier c'est Turner, et donc l'idée c'est que comment montrer le monstre quand on n'a pas d'argent. Et donc l'idée qui est développée dans le film et que je trouve qu'il y a une vraie leçon de cinéma, c'est en ne montrant pas le monstre. C'est-à-dire que c'est en le laissant dans l'ombre et en le faisant uniquement deviner par le son
et en le distinguant à peine. Et donc ça, c'est une leçon de mise en scène parce que je pense que ce qu'on ne montre pas est aussi important et parfois encore davantage important que ce qu'on nous montre. Et ce qu'on dit là pour l'image peut l'être aussi pour les dialogues, par exemple, pour le son, c'est tout l'équilibre en permanence à trouver. Et pour le jeu des acteurs aussi, je pense, comment est-ce qu'on peut faire ressentir une émotion sans que ce soit trop explicite. Pour la suggestion. Comment on parle parfois de enfin, c'est ce que j'appelle dans le livre le syndrome de Mona Lisa. Elle sourit, mais on ne sait pas ce qu'elle pense. Et donc on peut se projeter, en elle plein d'émotions différentes. Et donc ça pose vraiment la question de l'équilibre à trouver, de ce qu'on doit montrer et ne pas montrer, de ce qu'on doit dire et ne pas dire, de ce qu'on doit entendre et ne pas entendre. Et comment éviter la redondance, le côté trop explicatif. Oui, aussi. Oui, bien sûr. Je crois qu'il n'avait pas assez d'argent pour faire vraiment une bête qui soit très visible. Oui, absolument. Dans quel film ? Dans la mer de Dans la mer, oui, bien sûr. Jurassic Park, où il y a justement tous les joues dans ce film qui s'inspirent des joues sur il y a aussi Jurassic Park, qui est justement où il joue sans cesse justement avec le fait de voir ou de ne pas voir. Au début du film, on entend une menace, un raptor qui mange quelqu'un, mais on ne le voit pas. Et on attend jusqu'à la fin du film, presque, pour le voir. Ah oui, c'est ça qui est intéressant dans les films sur le cinéma. Donc là, Sunset Boulevard, c'est un grand film tout court. Indépendamment du fait qu'il parle de cinéma, mais c'est aussi un film qui raconte quelque chose sur le cinéma. Donc on a un double plaisir. Ouais, alors, non, là tu parlais des ensorcelés, mais là parce que sur tous les films qui ont été mentionnés là, on pourrait dire ça. C'est aussi la fin d'une époque. Il joue sur la fin d'une sorte de crépuscule comme ça, et puis avec cette idée géniale de mettre en voix off. Oui. La mort, quelqu'un qui est mort et qui raconte. Quelqu'un qui est mort dans la piscine, dont on découvre le cadavre et dont on entend la voix off. C'est une idée de mise en scène géniale. Allez, un dernier. L'état des choses de Wenders. L'état des choses de Wenders, c'est plus pour poser une question aussi qui est pas très commerciale, parce que toute personne n'en a rien à faire aujourd'hui, mais c'est l'enjeu du cinéma européen. Et je sais pas, vous avez peut-être lu dans Le Monde aujourd'hui un article de Nicole Vlusser qui parle, donc c'est très actuel. Il y a une pression très forte aujourd'hui de Trump, de l'administration américaine actuelle, pour remettre en question l'exception culturelle française et remettre en question l'idée qu'il puisse y avoir des soutiens publics pour le cinéma. Et donc dans le film de Wim Wenders est un cinéaste très paradoxal parce qu'il fait du cinéma d'auteur, mais en même temps, il est fasciné par le cinéma hollywoodien. Américain, oui. Et le cinéma américain en sens large. Et donc, dans son film L'état des choses, c'est l'histoire d'un tournage qui s'interrompt, faute d'argent, parce qu'il y a une escroquerie. Et donc, le réalisateur va partir à la recherche des financiers qui sont américains, et donc va aller à Los Angeles pour retrouver les personnes qui sont responsables de l'interruption de son tournage. Et donc, c'est un film sur... Et il retrouve le producteur qui lui dit « Mais évidemment, on a interrompu ton film... Qu'est-ce que tu as eu comme idée de faire un film en noir et blanc le noir et blanc tourné au Portugal, non? Oui, ça, en plus tourné au Portugal. Oui, c'est ça. Un film tourné au Portugal en noir et blanc, mais qui en a science-fiction. C'est pas un film de science-fiction, absolument. Un film de science-fiction. Qui en a à faire quoi que ce soit. Et donc ça pose la question de quel cinéma on peut faire, dans quelle logique économique. Et donc Wenders s'interroge vraiment le rapport cinéma américain, cinéma européen dans l'état des choses, avec une image absolument extraordinaire d'Alcan, d'Henri Alcan, qui est un des plus grands chefs opérateurs français. Et donc, encore une fois, c'est un film qui interroge le cinéma, mais qui interroge plein d'autres choses. Et aujourd'hui, pas plus tard qu'aujourd'hui dans le monde, il y a, on voit, il y a une demi-page, je vous invite à lire l'article, qui interroge sur la pression qui est faite pour que toutes les réglementations qui défendent le cinéma en France soient remises en cause dans le rapport de force entre l'administration américaine et la Commission européenne, avec au sein même de l'Europe et, plus grave, au sein même de la France, des politiques qui sont prêts à suivre le mouvement. En Belgique, par exemple, il y a le président du parti libéral qui s'appelle Boucher. Ça ne s'invente pas, hein, Boucher, comme nom, c'est déjà prédestiné. A dit, il y a un mois, qu'il ne voyait pas pourquoi il fallait garder un ministère de la Culture. À quoi ça sert d'avoir un ministre de la Culture? C'est sa déclaration. Et il continue en disant il faut
appliquer en Belgique le même modèle que le cinéma américain. Mais on se demande... C'est pas la même industrie. On se demande... en fait, c'est quelqu'un qui se prétend spécialiste en économie, mais c'est hallucinant. Parce que si sortons de tout caractère idéologique et de tout présupposé, la Belgique, c'est un marché en salle, si on parle du cinéma, de 15 millions de spectateurs. Les États-Unis, c'est un marché en salle de plusieurs centaines de millions de spectateurs. Donc comment est-ce qu'on peut vouloir dire, en étant sain d'esprit, qu'il faut copier le modèle américain quand on a un marché qui est 30 fois plus petit ? Ça n'a aucun sens. Et cette personne se prétend spécialiste en économie. Donc ça dépasse même la question de la culture. Et évidemment, je pense que c'est très important que la culture, c'est le principe même de l'exception culturelle. Il peut y avoir des enjeux économiques et c'est très important, le cinéma, de les prendre en compte. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'il ne faut pas avoir des approches commerciales et pas de rentabilité. Je pense que c'est très bien qu'il y ait des films qui marchent et que ça fait partie de la magie aussi du cinéma. Mais il peut aussi y avoir des très grands films qui ne pourraient pas se faire sans aide publique, sans réglementation, sans ministre de la Culture. Et donc défendre cela, en fait, pour moi, c'est renier même l'âme de ce qui fait l'Europe, en fait. Et c'est l'enjeu actuel. Oh, tout à fait d'accord. Et ce qui est en plus passionnant dans ton livre, c'est que tu retraverses toute l'histoire et cet antagonisme dès la naissance du cinéma entre l'Europe et les États-Unis. Après la Deuxième Guerre mondiale, la création du CNC, après la Deuxième Guerre mondiale, les accords Burns-Bloom qui faisaient re-rentrer le cinéma américain dans le marché français. Donc quelque part, ce sont des vieilles questions auxquelles on donne parfois, selon les périodes, de mauvaises entre guillemets réponses. Mais c'est intéressant de connaître l'histoire. C'est pour ça que je trouve que ton livre est intéressant, c'est que ça place le débat actuel dans le cadre de toute l'histoire du XXe siècle, qui est l'histoire du cinéma, et de voir comment il y a toujours eu ces confrontations-là. Et là, c'est sûr qu'on traverse une période qui est compliquée. Mais pour autant, on est tous encore vivants et on peut tous continuer à se battre pour faire des films et à rester spectateurs aussi. Complètement, oui, tout à fait. Ou lecteurs même. Tout à fait. Et puis tu parles, il y a tellement de choses, il y a tellement de portes ouvertes, évidemment des plateformes, de notre rapport aux algorithmes, de tout ça. Chaque problématique a bénéficié d'un chapitre et de quelque chose qui nous aide à réfléchir. Donc je te remercie pour tout ça. Merci à toi. On va s'arrêter là. Merci beaucoup Frédéric. Merci beaucoup. Merci Jonathan d'avoir participé à la discussion. Donc voilà, c'est ça, vous pouvez acheter. Voilà, il y en a des piles à la caisse. Et donc, Frédéric sera un plaisir de le dédicacer. On est d'accord, Frédéric? Bien sûr, voilà, vers la table, vers la caisse et vers la grande table, près de la caisse. Merci à vous. Merci. C'était un beau débat, en tout cas de mon point de vue. Merci beaucoup.